C'est parti. Très bien. Alors, Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On va commencer aujourd'hui un cycle, j'espère, en quelques cours, brosser un tableau du mieux que je puisse le faire, assez complet des Melachot de Shabbat. Vous savez que la Torah nous parle de Shabbat et elle juxtapose un verset qui nous dit Tishmoro el Shabbat Echem, juste à côté on nous dit tu vas construire le Mishkan dans le désert. De là, nos Chachamim m'en déduisent que les modèles des travaux qui sont sont ceux que l'on faisait pour constituer, pour l'érection du Mishkan. Ça, c'est la base. On pourrait penser que c'est interdit Shabbat de faire un déménagement à la maison, monter des meubles, c'est épuisant. Je sais pas, Shabbat Menucha. Minatora, ce n'est pas interdit. Tant qu'on ne fait pas une melacha qui est définie donc par les travaux de constitution du Mishkan, ce n'est pas donc interdit Minatora. Parfois Midera Banane, mais pas Minatora en tout cas. Donc le modèle, c'est la direction du Mishkan. Donc, je vais vous brosser un tableau rapide. Pour constituer le Mishkan, il fallait bien sûr faire un certain nombre de travaux agricoles parce que le Mishkan, voilà, je vous ai apporté une petite image. Vous voyez ici le Mishkan, est recouvert ici par des pots. Les pots, elles sont colorées. Les tentures autour, les rideaux, sont aussi colorés. Donc, pour obtenir de la couleur, c'est à la base, ce sont des produits. À la base, ce sont donc des produits de la terre. Donc, tous les travaux qui consistent à faire pousser sont des travaux interdits. Donc, bien sûr, retourner la terre, labourer, semer, ensuite cueillir. On sème maïs et moisson. Une fois qu'on a moissonné, on a les grains de blé. Pour les consommer, il faut bien sûr les éplucher. Les éplucher, c'est enlever la peau, c'est une lacha. On bat le blé, on le projette au vent, on le vanne. Ensuite, on récupère les grains, on les écrase, on moud. Ensuite, on fait une fois qu'on a moulu ces grains, donc on obtient alors, dans certains cas, c'est pour obtenir du pain, mais en l'occurrence, à la base, c'est pas pour le pain, c'est pour obtenir les couleurs. Donc, tous les travaux agricoles sont interdits parce qu'on en avait besoin pour obtenir la couleur qui allait teindre donc les tentures et les peaux. Il fallait aussi, bien sûr, obtenir des peaux. Pour obtenir des peaux, il faut chasser des animaux. Donc, capturer un animal est interdit. Le dépecer est interdit. Vous voyez ? Pour obtenir des rideaux, il fallait aussi obtenir de la laine. Donc, il faut tondre la laine, c'est aussi une melacha. Il faut ensuite filer la laine pour faire des fils. Donc, vous voyez que l'ensemble des melachot de Shabbat, il y en a 39, représente donc tous les travaux nécessaires pour la confection du Mishkan, pour l'érection du Mishkan. Bon, la dernière, c'est Otsaha, c'est autre chose. C'est changer de réchoute, c'est du réchoute arabim au réchoute aéride, domaine public à privé, et l'inverse. Ça, c'est le symbole de l'échange entre les gens. Ça aussi, la Torah interdit. Donc, on n'a pas le droit, comme vous le savez, de sortir un objet dans la rue pendant Shabbat. Voilà. J'aurai l'occasion de développer un point, c'est que c'est interdit si on le fait bémézid, de shalom, on est chayav karet. Très grave. Si on le fait bémézid avec atra'a, en étant prévenu juste avant, c'est chayav mita. Et si on le fait béshogeg, dans nos lois, on apporte un korban khatat. Le fait d'oublier Shabbat, c'est quelque part quelque chose, un petit gamme. Donc il faut arranger le gamme, arranger la brèche que l'on a faite, et donc on apporte un korban. Donc chaque fois qu'on sera amené à transgresser par inadvertance, une personne qui n'est pas au courant qu'il y a une melacha, on va aujourd'hui étudier la melacha par exemple de Tochen, moudre. Celui qui ne sait pas, il moud, Shabbat, tu prends du café, il moud le café, la malo. En des années, donc, il a moulu du café, des grains de café. Et pour cela, s'il n'a pas été au courant entre-temps, il doit apporter un korban.
S'il est mis au courant entre-temps et qu'il recommence, qu'il réoublie une deuxième fois, on apprendra 2 corbanotes. Vous voyez, quand j'enseigne ces choses-là, souvent les talmidim me disent, voilà, il faudrait qu'on prévoit des troupeaux d'animaux qu'on va porter. Oui, certes, ma chère, on va porter beaucoup, beaucoup d'animaux pour nous faire pardonner de toutes ces choses qu'on a fait, que l'on a pu faire Béchogeg. Et donc, ce cours, Bezat Hashem, un de ses buts, c'est, à part, bien sûr, étudier ses satoshi à Dieu, on est sûr, si on étudie tous les jours, mais à part ça, c'est éviter d'avoir à faire beaucoup de chouva, il faut apprendre. On ne peut pas rester ignorant, il faut savoir comment ne pas transgresser Shabbat. Une petite introduction, un petit complément à ce que je viens de dire. Les Chachamim ont été très mahmir dans le Shabbat. Ça veut dire quoi? À part toutes les barrières qu'ils ont ajoutées, ils nous ont dit la chose suivante. Chaque fois que l'on transgresse, par inadvertance, je dis bien, une melacha Shabbat, il nous est interdit de profiter du fruit de ce travail. Prenons un exemple. Par mégarde, vous rentrez dans la cuisine qui est éteinte, vous allumez la lumière. Vous ne pouvez pas profiter de cette lumière. Vous êtes rentré aux toilettes et puis hop, ou la salle de bain. Il ne faut pas profiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de rentrer dans la salle de bain? Certes, je peux rentrer, mais je pouvais y rentrer de toute façon dans l'obscurité. Mais je ne pourrais pas faire dans la salle de bain quelque chose que je n'aurais pas pu faire dans la lumière. Voyez. Un autre exemple. Une personne pensait bien faire. Il y a le Kumkum Shabbat qui s'est amusé à mettre 10 sachets de thé dedans. Dans le Kumkum, pensait que c'était bien. On avait du thé au robinet, vous vous rendez compte? Tout à coup, on lui dit, mais c'est interdit. Ah, je ne savais pas, je pensais que c'était permis. Il a mis du thé dans Keli Rishon. Le Kumkum, c'est Keli Rishon. Il a cuit le thé. Il est formellement interdit de boire ce thé pendant Shabbat. Après Shabbat, oui, mais pendant Shabbat, c'est interdit. Donc, chaque fois que l'on aura fait une melacha par inadvertance, Shabbat, on ne peut pas profiter du fruit de cette melacha, de cette avéra, de cette transgression. Rappelons-nous ça. Après cette petite introduction, nous allons entrer donc dans l'étude de chacune des melachot, autant que faire se peut. On va essayer d'en faire. Prenons par exemple, alors au début, il faudrait commencer, en théorie, il faudrait commencer donc par semer, labourer, cueillir, etc. Je vais commencer par une qui est très fréquente. Le Shabbat, on est confronté à cela. La malacha de Tochen, moudre, écraser, piler. Imaginons que pendant Shabbat, vous ayez envie de prendre des légumes et vous voulez faire des carottes râpées. Vous prenez la râpe et vous râpez les carottes. Interdit. Okay. Interdit. On n'a pas le droit de râper. On peut être amené, vous avez des pommes de terre, vous voulez prendre des pommes de terre, les écraser dans de la sauce qui est dans votre assiette. Donc vous prenez les dents de la fourchette, vous écrasez la ceinture. On verra ensuite s'il y a des solutions, il ne faut pas le faire. Vous voyez? Vous voulez râper, vous avez quelque chose, vous avez du poivre, vous voudrez écraser le poivre. Il est trop gros votre poivre, vous avez du gros poivre, vous allez en faire du poivre beaucoup plus fin. Interdit. Et plus forte raison avec l'ustensile qui est réservé à cela. Vous voyez, donc, vous avez une melacha à laquelle on est confronté tout le temps, on peut être amené donc à transgresser. Donc la melacha, je répète, donc de Tochen. J'ai commencé par Tochen, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de hétérim. Si vous tenez à écraser quelque chose, on a un cas, on aime bien la banane écrasée. On aime bien les bananes. Donc, vous écrasez les bananes, vous mettez du jus d'orange, il y en a qui mélangent tout cela. Si vous le faites sans aucune précaution, banane écrasée, vous y rajoutez du jus d'orange et vous faites une espèce de pâte de tout cela. Vous aurez transgressé l'interdiction de moudre et l'interdiction de pétrir. Vous avez pétri la banane écrasée avec le jus d'orange. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, une fois que je vous ai dit cela, je vais quand même vous donner, tout le monde est avec moi, hein, c'est clair, Gérard, tout le monde entend? Gérard?
Oui, j'entends. J'entends. C'est bon? Oui, oui, je suis là, je suis là. Donc vous êtes là, je sais, mais c'est bien audible ce que je dis? C'est impeccable, magnifique. Razak. Je continue. Alors je vais vous donner maintenant certains éthérimes. Le premier éther, et quelquefois c'est étonnant, hein, on voit d'un côté c'est interdit, c'est très grave, on apporte un korban khatat, et de l'autre côté, vous voyez, avec un petit vin assez, comme c'est une petite différence, tout ça devient permis. Alors, le premier que les Chachamim nous donnent, une agdara, une définition. Bien sûr, ça demande une étude profonde, hein, vraiment d'étude et tout, mais déjà, on peut sortir quelques principes simples. N, et puis Kama Poskim, d'après beaucoup de Poskim, le Morazakan rapporte bien sûr cela. N, Isur Tochen, et là, B, Gidou les Karka. L'interdiction de moudre se réduit au produit de la terre. Vous voulez de la pomme, vous écrasez de la pomme, vous pulvérisez une pomme pour manger de tout petits morceaux de pommes, des carottes, des navets, du céleri, une salade de céleri comme ça, vous prenez la râpe et vous râpez tout ça, ça c'est interdit. Par contre, si ce que vous voulez écraser, moudre, ne pousse pas de la terre, et je vous donne des exemples, vous êtes confrontés très souvent à cela, vous voulez faire une mousse de thon, vous avez du thon, sortez le thon de la boîte, vous l'écrasez de manière normale avec les dents de la fourchette. Eh bien, il n'y a pas l'interdiction de moudre dans des aliments qui ne poussent pas de la terre. Alors, je vais vous faire une liste exhaustive. Le thon, c'est le poisson. Vous avez le droit d'écraser du poisson pour faire de la mousse de thon, d'écraser autant que vous voulez, en tout petits morceaux. Un autre, des œufs. Vous pouvez faire des œufs. Ensuite, mélanger avec la mayonnaise. Le mélange avec la mayonnaise, c'est un autre problème. Il peut y avoir le problème de lâche, de pétrir. J'en parle pas pour l'instant. Je ne peux pas écraser. Vous aimez bien les œufs écrasés. Un œuf mimosa. Vous écrasez bien les œufs, un peu de sel, un peu de poivre, et vous mangez ça. C'est permis. Parce que les œufs, ça ne pousse pas dans la terre. De la viande. Vous pouvez prendre de la viande en tout petits morceaux, hacher de la viande avec un couteau, hein, pas avec un appareil spécial pour cela. Vous avez le droit de lâcher la viande. La viande ne pousse pas dans la terre. Le poisson ne pousse pas dans la terre. Les œufs ne poussent pas dans la terre. Le fromage, vous voulez faire du fromage râpé. Vous avez le droit de râper le fromage avec un couteau. Attention, la râpe, le keli meyucha dekach, l'ustensile qui est réservé uniquement à râper est interdit, en tous les cas. Même un œuf qu'on a le droit de râper, eh bien, il est interdit d'utiliser la râpe pour cela. Hein, c'est interdit. Je parle des petits couteaux, là. On a trouvé ce matin un petit couteau qui vous coupe l'œuf en 4 ou 5 morceaux. Ça, c'est des couteaux. L'œuf n'est pas broyé, il est en 6, 7, 8 morceaux. C'est tout ça, c'est permis. Je parle vraiment d'écraser. Donc, d'écraser un œuf, tout ça, c'est permis tant qu'on n'utilise pas l'ustensile qui est fait pour écraser. Donc voilà, je vous ai passé en revue tous les cas qui sont permis. Donc, Baruch Hashem, ça vous fait quand même pas mal d'éthérimes. Donc, si je vois quelqu'un qui écrase un œuf, je le laisse. Si je vois quelqu'un qui écrase de la viande, du poisson, du fromage, je le laisse faire. Tant qu'il n'utilise pas un ustensile, réservé, si on prend un pilon, un pilon avec un mortier, ça, c'est interdit. Mais s'il n'utilise pas le mortier, on a le droit. Par contre, dès l'instant que vous rentrez dans les guides ou les carcas, les bananes, les poires, les carottes, ça, c'est interdit de les râper, c'est interdit de les écraser. Alors vous allez me demander, waouh, donc on apporte un corban, celui qui a fait ça apporte un corban? Parfois oui, mais il y a des hétérim quand même. Aussi curieux que ça puisse paraître, pour ça il faut étudier la Soudia des Ion pour comprendre le pourquoi de la chose. Si on écrase, on broie, on moue avec un chinouille, en général, quand on fait une mélacha avec un chinouille, on passe du Issour de Horaïta, du Issour Torah, à un Issour des Rabanan. Là, c'est très curieux, certains mélachot, c'est vrai dans Tochen, c'est vrai dans l'âge aussi, dans Pétrir, le fait de faire avec un chinouille, on passe du Issour de Horaïta, Issour Torah, complètement à une permission totale. Ça veut dire, vous voulez écraser votre pomme de terre, hein, elle est dure, la pomme de terre, vous voudrez l'écraser. Eh bien, vous pouvez faire la chose suivante. Prendre la fourchette,
ou la cuillère, vous attrapez avec votre main les dents de la fourchette ou la cuillère elle-même, pas par le manche, mais par celui qui contient, le récipiendaire. Et avec le manche, vous écrasez la carotte, la pomme de terre. C'est permis. Tochen beshinui mutar lechatrila. Donc ça veut dire maintenant, je vous dis, bon, Hachem, vous trouvez la solution. Pour tout ce qui ne pousse pas de la terre, vous l'écrasez de manière normale. Tout ce qui pousse, qui ne pousse pas de la terre, pardon, mais ceux qui poussent dans la terre, hein, guidoulé carca, vous les écrasez avec un chinouille. Bon, Hachem, c'est un beau éther. Très beau éther. On avait un deuxième. Je donne la formule. En isur tochen achar tochen. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure. Quelque chose qui a déjà été pulvérisé, qui a déjà été écrasé, et que l'on a reconstitué. De la farine, de l'eau, de l'huile, de l'œuf. Vous faites un gâteau, vous faites du pain. Maintenant, ou des matzot. Vous voulez maintenant de la matzah écrasée. Vous voulez piler la matzah. Encore une fois, hein, pas avec l'ustensile réservé à cela. Une fourchette. Eh bien, sachez que c'est permis. Pourquoi? Parce que ces grains, cette farine-là, on voit maintenant là, ça fait une espèce de gouche de corps compact, mais il a été reconstitué. Donc le fait de repulvériser cette farine, elle était sous forme de farine, maintenant on l'a reconstituée avec de l'eau, on a fait une pâte. Le fait de la pulvériser une seconde fois, c'est pas interdit. En isur tochen, il n'y a pas d'interdiction de tochen, achar tochen. Vous connaissez toute la formule dans Bichoul, on dit en Bichoul, achar Bichoul, on aura l'occasion de voir ça. Eh bien, dans tochen, ça existe cette chose-là. Dans moule, ça existe. Quelque chose qui a été déjà moulu et reconstitué, recomposé, on a le droit de le réécraser. Donc, ça nous fait, Baruch Hashem, pas mal de hétérim. Pas mal de hétérim. Ceux qui ne poussent pas de la terre, ceux qui poussent de la terre avec un chinouille, et ceux qui poussent de la terre, mais qui est déjà pulvérisé, puis reconstitué, on a le droit de le repulvériser. On a quand même pas mal de solutions. Donc, vous avez le droit de faire de la matzamil pendant Shabbat, par exemple. Vous voulez mettre de la matzamil dans une sauce, vous avez le droit de prendre de la matzah. Pas avec un pilon, encore une fois, mais avec une fourchette, un couteau, de manière. Pour conclure cette melacha, encore une fois, hein, il faut l'étudier Biyou, les Bartans, mais déjà, je vous ai brossé de manière générale tous les cas fréquents. Certains poskim, c'est un rashba, toute une discussion dans les Rishonim. Le rashba permet d'être tochen, de moudre, d'écraser, lorsqu'on le fait juste avant la consommation. Ce qu'on appelle samour la achila. Vous avez certainement entendu dans la melacha de Borer, on aura l'occasion d'en parler aussi, Bezat Hashem. Borer, si on est Borer tout de suite, on prend le bon du mauvais pour manger tout de suite, miyad, beyad, miyad, ochel mitoch obsolète, tout de suite avec la main et prendre le bon du mauvais, c'est permis. Quand c'est tout de suite, il y a une yann comme ça s'appelle derech achila, c'est comme ça qu'on mange. On interprète que l'acte que l'on fait, mais la fin, c'est un acte de manger, je suis en train de manger. Comme quand je marche quelque chose dans la bouche, je ne dis pas que je suis tochen, c'est tout, je mange. C'est pas interdit. La Torah n'a jamais interdit de mâcher une pomme de terre dans la bouche. Et pourtant, je suis bien tochen. Ça s'appelle ochel. La Torah n'a pas interdit de manger des choses d'écraser dans la bouche. Alors le Rashba Mechadesh, que même je ne l'écrase pas dans la bouche, je l'écrase juste avant, c'est quand même permis. Bon. Admorazaken rapporte ce terre-là, il dit que il y a un Rishon qui interdit, donc c'est mieux d'être mahmir. Enfin, il dit Aolam nagul leakel. Le monde, il a eu l'habitude d'être nikid. Moi, je vous suggère, et comme ça dit le Bet Yosef, de dire qu'il vaut mieux les couper en que vous voudriez écraser maintenant, plutôt que d'utiliser le éther, la permission de miyad, juste avant la consommation, de le couper, comme dit le Bet Yosef, en petits morceaux. Hein, gdolim ksat, à peu près comme l'épaisseur d'un doigt. Si vous faites que vous coupez des morceaux comme l'épaisseur d'un doigt, ça ne s'appelle pas tochen. Pas tochen. Tochen, c'est quand même pulvérisé. Pulvérisé comme de la farine, ou bien même un légume. Hein, le mot de la Gemara, c'est un prater. Yarak tak, mishum tochen, celui qui prend des légumes et qui les coupe en petits morceaux sans en faire de la farine, hein, de râper, de râper en petits morceaux, c'est khayab. Pas seulement amené à l'état de farine, pulvérisation, non. En petits morceaux aussi, c'est tochen. Bon, mais si on a des morceaux, vous arrangez pour couper les morceaux de carottes, les morceaux de navets, en morceaux qui font l'épaisseur d'un doigt, auquel cas ça ne s'appelle pas tochen.
comme ça qu'on mange, on mange en petits morceaux comme ça, en petits cubes. Voilà. Donc, je résume, et ensuite je vais entendre vos questions. On a une lacha qui s'appelle Tochen, moudre. C'est exclusivement lorsque l'interdiction tombe sur les produits de la terre, donc ça exclut les œufs, le fromage, viande, poisson. On a le droit, sans problème. Toujours sans l'ustensile pour cela, hein, pas la râpe. Un deuxième éther que l'on a, même dans les guidous des karka, même dans les choses qui poussent dans la terre, on a le éther d'écraser avec un chinouille, pas n'importe quel chinouille, attention, hein. C'est pas de vous de décider, c'est avec taka des sakina, avec le manche de la fourchette, de la cuillère, du couteau. Donc vous attrapez la lame du couteau, par exemple, et vous écrasez avec le manche, que l'on attrape d'habitude dans la main. Avec un chinouille, c'est moutard. L'autre éther, c'est quelque chose qui a été pulvérisé, constitué comme les matzot, les gâteaux, etc. Vous avez parfaitement le droit de repulvériser vos gâteaux, c'est permis. Et le dernier que je dis à utiliser avec prudence, je déconseille vivement de l'utiliser, c'est ce qu'on appelle miyad samouch la achila. Il faut éviter, marloquet richoni, donc comme il y a de toute façon d'autres solutions, éviter de rentrer dans la barrière. Voilà. On a bouclé rapidement la première halacha, kanachat tochen. J'attends vos questions. J'ai deux questions à Zerbib. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est que tout à l'heure, vous avez soulevé en disant Minatora, c'est interdit, mais Midera Banane, on peut trouver un éther, alors que des fois, d'ivres sofrim, c'est plus chamour. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous avez dit qu'on peut moudre à partir d'un doigt. Là, un doigt, c'est pas considéré comme moudre. Et c'est là que je ne comprends pas non plus. Bon, alors, je réponds à deux questions. Pour la première, si j'ai dit ce que vous avez dit, j'ai fait un lapsus. Ce que je voulais dire, c'est qu'Minator, il arrive parfois que vous ayez un éther Minatora, mais il a rien interdit, ça je voulais dire. Je vais vous apporter l'exemple. Par exemple, faire de la gymnastique, faire du sport, s'épuiser à faire du sport, ou à lever un poids de 200 kg, la Torah n'interdit pas. Les Chachamim interdisent. C'est pas ma kavana. Pour la deuxième, c'est très simple. Les agdarot, les définitions des mlachot, c'est pas nous qui le donnons, c'est la Torah qui donne. Ce que la Torah appelle moudre, je ne parle pas dans le langage du dictionnaire Larousse, ce que la Torah considère comme moudre, c'est en tout petits morceaux, sinon c'est autre chose. Donc couper un légume en morceaux qui ont l'épaisseur d'un doigt, ça s'appelle couper en petits morceaux. Je coupe des patates en morceaux, mais je n'ai pas pulvérisé la patate. Vous voyez? Oui, mais après vous... Pardon? Mais après, une fois qu'il est en petits morceaux, là, vous pouvez la pulvériser. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr ah, que non. D'accord. Ah non. Non, j'ai dit, vous voulez manger, par exemple, de la carotte en peu. Alors, comme il est interdit de la pulvériser, d'écraser, alors je dis, vous pouvez faire une salade de carottes ou d'endives, mais en faisant des morceaux qui ont l'épaisseur du doigt. Non, bien sûr oui, que mais non. enfin, c'est évident, là, c'est pas pulvérisé, là, donc vous avez soulevé, c'est pas la même chose, là, je vois pas. Vous prenez quelque chose, C'est peut-être évident, mais je vous dis un din dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef dit, il donne une agdara, il dit, on n'a pas le droit d'écraser, mais à partir de l'épaisseur d'un droit, c'est moutard. Sans le Bet Yosef, on ne l'aurait jamais su. Je ne sais pas, pourquoi dépense interdite. Non, mais c'est moutard de l'écraser si c'est avec un doigt, c'est l'épaisseur d'un doigt. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai une carotte, je vais la couper en petits morceaux. Si Oui. je la interdis, si je la coupe en morceaux, que chacun il fait au moins l'épaisseur d'un doigt, donc ça ne fait pas torchette, pas moudre, c'est coupé en petits morceaux, c'est permis. Très très bien, mais d'accord, mais c'est découpé en morceaux. Mais torchen, c'est-à-dire vous pilez, là, à ce moment-là, c'est différent. Vous avez compris, alors c'est bien. C'est ce que j'ai expliqué. D'accord. Maintenant, je reviens à la première question, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la première question. Parce que vous avez... Je n'ai pas dit que la Torah interdit, les Chachamim permettent, je n'ai pas dit ça. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. Ce que j'ai dit, c'est qu'il arrive parfois qu'il y a des choses que les Chachamim interdisent, mais qui sont permis Minatora, à l'inverse. Par exemple, pour s'épuiser, faire de la musculation, c'est épuisant. D'accord. Mais dans le cas où la Torah l'interdit, vous avez dit que les Chachamim, il y a un chinouille. Je vous répète, je n'ai pas dit ça. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. Ah d'accord. Très bien. OK. Ou bien j'ai mal compris. Voilà, merci. Si je l'ai dit, c'est un lapsus. Je n'ai jamais dit ça. OK. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y. Si on voudrait donner une banane à un bébé, est-ce qu'on a le droit
juste avant de lui donner à manger, de l'écraser entre les doigts. Prendre un morceau de banane, l'écraser entre les doigts et lui donner dans la bouche. Est-ce qu'on a le droit? Très bien. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien que vous posiez la question. Ça permet de faire une petite révision, une petite razara. J'ai dit que la solution est très simple. Ce n'est pas la peine d'écraser entre les doigts. Vous l'écrasez avec le manche de la fourchette. Vous mettez la banane sur une assiette et vous écrasez pas avec les dents de la fourchette parce que c'est le derrière habituel, c'est la manière habituelle. Vous écrasez avec le manche de la fourchette. Le manche de la fourchette, c'est un chinouille. Et là, c'est permis. Donc, je vous réponds, oui, c'est permis avec un chinouille. Est-ce que les doigts, ça s'appelle un chinouille ou non? D'écraser avec les doigts. Oui, oui, avec les doigts, c'est un chinouille, c'est sûr. On n'a pas l'habitude d'écraser avec les doigts. À moins qu'on ait notre civilisation, que tout le monde écrase avec les doigts, mais on n'a plus des civilisations comme ça maintenant. Non. Merci, merci. Je vous en prie. Autre question? Plus de questions? C'est compris? Donc attention, hein, je vous donne un petit mifra, un petit examen. Si je vous vois écraser du thon, je dis rien. Je vous vois écraser de la pomme de terre sans chinouille, je vous dirai attention, c'est un corban. Méfiez-vous. Ouais. D'accord. Ouais. J'ai une question, Rav, s'il vous plaît. Vas-y. Pour quelle raison pourquoi ne pouvons-nous pas prendre un médicament alors qu'on sait qu'il a déjà été écrasé auparavant? Non. Alors, c'est le suivant. Alors, je vais expliquer la question de monsieur. Les Chachamim m'ont interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat, sauf si on est malade. Non, la définition du malade, c'est nafal et mishkav. On est suffisamment malade pour qu'en général, cette maladie entraîne que l'on s'allonge. Maladie sérieuse, on peut rester debout, il y en a qui ne s'allongent jamais, mais maladie qu'en général, on s'allonge quand on a cette maladie, une grosse fièvre. Ben, pour ce cholé, ça s'appelle un cholé shenbo sakana, un cholé qui est vraiment malade au lit, il a le droit de prendre des médicaments, il a le droit de prendre un aspirine, il a le droit de prendre un doliprane. Par contre, si vous avez un petit mal de tête, une petite indisposition, etc., et vous avez envie de faire passer ce mal de tête avec un doliprane, c'est interdit pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que c'est ce qu'on appelle Xerat Samamanim. Chachamim m'ont interdit parce que pour faire des médicaments en général, on prend des herbes, on prend toutes sortes de guidoux et carcas, et on les écrase, on fait des onctions, des potions, etc. Donc les Chachamim ont fait une Xerat très forte. Vous savez, l'histoire des Chachamim, quelquefois ça nous dépasse. On a du mal à comprendre qu'il faille tellement s'interdire de choses pour quelque chose qui nous paraît lointain. Mais bon, on en rentre déjà. Les cachets de Rahmana dans les secrets de nos Chachamim, on ne peut pas rentrer. Donc nous acceptons la Xéra telle qu'elle est marquée, alpiniglée. On ne prend pas de médicaments, sauf en cas de maladie sérieuse, bien sûr. Un diabétique a besoin de ses médicaments, il prend ses médicaments, c'est sûr. Mais c'est un petit mal de tête, une femme qui est un petit peu indisposée, un petit peu mal, on dit non, tu ne prends pas. Sauf bien sûr, il y en a qui sont indisposés, qui ont des douleurs terribles et tout, pas de ça, qu'elle s'allonge. Si elle s'allonge, alors effectivement, elle a le droit. Donc, Chachamim m'ont interdit de prendre des médicaments. Maintenant, monsieur, si d'après ce que je comprends dans votre question, c'est que bon, ces médicaments-là, ils sont déjà écrasés, c'est de la poudre reconstituée, etc. Vous avez parfaitement raison. On ne craint pas que maintenant vous écrasez les médicaments, c'est pas ça du tout. Pas maintenant, mais ils sont constitués de toute façon, ils sont faits déjà, vous prenez votre aspirine, vous le buvez, il n'y a rien à faire maintenant. La question, c'est que Chachamim fait une xéra générale. Et quand Chachamim font une xéra générale, on ne peut plus dire « Ah oui, mais moi, je ne risque pas de l'écraser, donc je prends. » Non, parce qu'il y a certainement d'autres raisons, et parce que Chachamim vont décréter comme ça. Quand Chachamim décrète qu'une chose est interdite, eh bien, on l'applique. C'est pas dans un shiur comme ça qu'on peut rentrer, il faut venir vraiment à la shiur kollel. D'après certains, on a interdit de toucher du mouxé de peur qu'on porte dans la rue. Quel rapport? Quel rapport? J'ai touché du mouxé, donc je portais dans la rue. Et bien voilà qu'en Israël, on a fait un roux, on peut porter dans la rue, alors que les choses sont plus mouxées. D'abord, il y a d'autres raisons. Et puis, une fois que les Chachamim donnent une xéra, il faudra un beddin au moins de la même envergure pour l'enlever. Donc, on est obligé de garder la xéra. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais… Est-ce que la question se pose si on a un traitement régulier? Sur un traitement Régulier, ouais. Alors, je vais vous dire,
Ce n'est pas la régularité du traitement qui est déterminant. C'est la raison pour laquelle on prend ce traitement. En souriant, je dis souvent aux jeunes filles là, de Betrifia à qui j'enseigne, je leur dis, si vous avez un traitement pour vos boutons d'acné, non. Shabbat, vous ne les prenez pas. Même que c'est tous les jours, vous le prenez. Non. Bouton d'acné, ce n'est pas une maladie. C'est une maladie dans la tête, mais ce n'est pas une maladie. On est d'accord. Maintenant, je vous concède qu'en général, une personne qui a un traitement, c'est qu'il y a une maladie sérieuse, des antibiotiques et tout. Ah oui. Mais encore une fois, ce n'est pas le fait d'avoir pris 3 jours un médicament. Vous avez envie de prendre un médicament, on dit 3 jours avant Shabbat, je le prends tous les jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Si le médicament est justifié par une maladie pour laquelle normalement on est nafal et mishkav, on s'allonge, alors oui, c'est moutard, sinon c'est interdit. Je suis d'accord, c'est pas facile. Hein. Un petit mal de tête, des fois, qui est insupportable, on est obligé de le garder tout Shabbat. Je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Ça fait partie de notre voda. Autre question? Il y a une question qui est posée là. Je peux vous la citer, Rav? Allez-y, bien sûr. De M. Soussan. Peut-être que M. Soussan veut la poser lui-même. Donc, allez-y, M. Soussan. Vous pouvez parler. On m'entend? Très mal. Peut-être Gérard, Vous avez- je t'entends mieux. Vous pouvez parler un peu plus fort, M. Soussan? Oui. On a dit au début du shiur qu'il est interdit de mettre des sacs de thé dans le kumkum. A priori, les herbes sont déjà pré-cuites à la fabrication. Et comme vous avez dit, en bichoul achar bichoul, alors pourquoi il est interdit? Ils ne sont pas cuites à l'eau. Elles sont un peu passées au four, un petit peu. Mais c'est sûr et certain qu'elles ne sont pas cuites à l'eau. Alors, on verra ça quand on va faire bichoul. Il y a mes bichoul achar via, et puis ce n'est pas du tout sûr qu'elles sont cuites suffisamment. Quand c'est à moitié cuit, le fait de finir la cuisson, c'est interdit. En plus, les feuilles de thé, c'est ce qu'on appellera calé à bichoul. Donc, c'est évident, mettre du thé dans le kumkum, c'est assour minatora, méfiez-vous. Hein, ne commencez pas à rentrer dans ça. C'est un petit corban, interdit. Mais D'accord. on reviendra sur ça. On va faire bichoul, beyoul, bezat Hashem. On reviendra sur ça. Une autre question que j'ai posée, lorsqu'il y a quelque chose qui a été fait par interdiction durant Shabbat, donc il est interdit d'en profiter. Est-ce que c'est seulement la personne qui a commis l'interdiction qui n'a pas le droit d'en profiter, ou c'est tous les juifs? Alors, cette question, vous trouverez la réponse dans Shulchan Aruch Siman Shin Utret. Ish davar, lechet Shabbat, beshogeg, asur lo, vegam le'acherim. Interdit pour tout le monde. En Shabbat, donc si un juif il allume une lumière, par inadvertance, personne ne peut profiter de la chose. Personne ne peut profiter de la chose. Donc, maintenant, il y aura des différences après Shabbat. Est-ce qu'il faut attendre Birdéché Assou ou pas Birdéché Assou, le temps de faire la mlacha ou non? Il y a des différences entre eux et les autres. Mais sinon, c'est interdit pour tout le monde. C'est un psak clair dans le Shulchan Aruch Siman Utret, Mechaber Hamad, Morazaken. Autre question? Merci. C'est bon, vous pouvez continuer, Rav. Question, je peux vous faire une autre melacha. Combien il me reste de temps, Gérard? 25 minutes. 25 minutes. Bon, alors, on va aborder donc une autre melacha. Peut-être avant cette melacha, je vais vous dire, dans les klalim de Ilchot Shabbat, il y a peu de klalim. Comme on n'a pas trop de cours, donc pas conserver. Il y a juste Jonathan qui pose une question. A-t-on le droit d'écraser un œuf ou du thon avec de la mayonnaise? Alors, voilà, on y est là. Voilà. Alors, pourquoi c'est plus problématique qu'écraser du thon ou un œuf? Tout simplement parce qu'avec la mayonnaise, on va faire une pâte. Et faire une pâte, c'est une autre melacha qui s'appelle lâche, pétrir. Alors, je suis, Baruch Hashem, vous me l'avez offert, donc le shiur, la deuxième partie, donc la deuxième melacha. Il y a une autre melacha, donc, pour obtenir ces amamanim qui allaient servir à faire des couleurs, à colorer, à teindre les teintures et les peaux, comme je vous ai montré, hein, rappelez-vous, donc la belle image du Mishkan, regardez, tout le monde la voit, on voit bien le Mishkan ici, qui est recouvert avec des peaux et toutes les teintures. Très bien, on voit très bien. Donc, c'était mamage coloré, du rouge et tout, vous savez, tous les clés navales, Maudamim, Morot, Maudamim, etc. Bon. Donc, une fois qu'on avait écrasé les herbes,
on mélangeait avec des liquides et on faisait de la pâte. Avec ces pâtes, on faisait de la couleur, on faisait des colorants. Donc, le fait de prendre de la farine avec de l'eau et mélanger tout ça, faire une pâte, c'est une melacha qui s'appelle lâche. Pétrir, c'est interdit. Donc, chaque fois qu'on sera amené à avoir un produit quelconque qui est pulvérisé, maintenant, ce produit pulvérisé, vous voulez la mélanger avec un liquide ou tout autre produit qui, après le mélange, donnera une pâte, ça s'appelle la melacha de pétrir. Donc, faire une pâte, de la farine avec un liquide quelconque et faire une petite pâte, c'est interdit minatora. Mais attendons au quotidien, bon, je vous accorde qu'on ne va pas s'amuser pendant Shabbat à prendre de la farine, à faire de... Mais c'est évident, vous allez voir avec les cornflakes, quelquefois avec les céréales, on peut être amené aussi à cette melacha de lâche. Mais j'en profite de la question pour aller à l'essentiel. Vous avez écrasé du thon. Nous avons dit tout à l'heure, c'est permis. Vous avez pris de l'œuf dur, vous l'avez écrasé. Œuf, mimosa, tout écrasé. Maintenant, vous voudriez présenter des petites boules de thon mélangées avec de la mayonnaise ou des boules d'œuf mélangées avec de la mayonnaise. Donc, vous prenez de la mayonnaise, vous la mettez dans les œufs écrasés et vous mélangez tout ça et ça vous fait une grosse boule comme ça. Ou bien, vous faites pareil avec le thon bien écrasé, pulvérisé en tout petits morceaux, vous ajoutez la mayonnaise et vous mélangez tout ça. Ça vous fait une grosse pâte et vous dites une part pour chacun. Quelquefois, on prend le blanc d'œuf. Et dans le blanc d'œuf, à l'intérieur, on met le thon écrasé avec la mayonnaise. Hein, vous connaissez ça. Et bien cela, mes chers amis, c'est rigoureusement interdit. Je vais vous donner des permissions, rassurez-vous. Maintenant, on est dans les mlachot sur lesquels Chachamim ont trouvé des solutions. C'est interdit. Quelqu'un qui prend la mayonnaise et qui met de la mayonnaise dans du thon écrasé, qui vous fait des boules comme ça, interdit. Il a transgressé la melacha de lâche. Alors, dans la melacha de lâche, je vais faire la distinction. Là, c'est un peu plus technique. Je vais brancher mon téléphone avant qu'il ne se décharge. Je mets en charge. Donc, je vous disais, on va mélanger ces deux choses. Les Chachamim ont fait la distinction, ce qu'on appelle Blila Raka et Blila Ava. Un pétrissage fluide et un pétrissage épais. Il y a une différence entre les deux. Je vais aller directement, Yachar Alainian, dans un cours comme ça, rapide. Je préfère que vous éclairez les résultats. Et s'il y a des questions, ça complétera les éventuels manques. Si l'on fait 2 chinouïm, 2, par rapport à l'habitude, on peut obtenir un certain résultat de licha, de pétrissage. Quels sont ces chinouïm? Vous devez faire un chinouille, une différence par rapport à l'habitude. D'abord, au niveau de la rencontre aux farines, un solide liquide. Prenons un pain. Vous voulez faire donc de la blédine, des céréales, de la farine comme cela, dans le biberon, et vous voulez ajouter du lait. En général, on met d'abord la farine, comme ça écrasée, ensuite on ajoute le lait, puis on mélange. Si on est amené à faire ça pour un bébé, il faudra changer l'ordre de ce qu'on appelle Seder Netinat Hamaim. Si l'habitude, disons, j'ai envie de vous dire la question de madame tout à l'heure, elle veut ajouter sa banane écrasée, elle veut ajouter du jus d'orange. En général, on écrase la banane, puis on ajoute du jus d'orange. On fera l'inverse. On prendra du jus d'orange, qu'il est interdit de presser, bien sûr. Hein. C'est encore la phrase. Jus d'orange déjà pressé, en bouteille. Vous mettez sur l'assiette, et ensuite, vous mettez la banane écrasée. Donc, vous faites un chinouille dans la rencontre entre le solide et le liquide. Premier chinouille. Et une fois que vous aurez fait la rencontre, il faut les faire rencontrer. Déjà, il y a une chita dans les Tanaïm, Rabbi, dans les Mishnah, qui dit que dès l'instant qu'on met l'eau déjà dans la farine, c'est Asur Minatora déjà. Une chita comme ça. Dans les Mishnayot, à la fin du Perek Rishon, dans Masechet Shabbat. Maintenant, le pétrissage proprement dit, le pétrissage lui-même, on le fera avec un autre chinouille. Alors, on a beaucoup, mais je vais vous donner le move hack, le top, le mieux. Je vais vous faire le geste. Une fois que là, vous avez le mélange solide-liquide, maintenant vous mélangez, vous êtes mis à rêve les deux choses,
avec la forme de haut en bas, de bas en haut, en forme de plus. Je ne veux pas dire un autre mot. Hein. Bas en haut, droite, gauche, nord, sud. Sud, nord, nord, sud, droite, gauche, comme cela. Faites ce mouvement-là. En hébreu, ça s'appelle Shetiv Ha'erev. Hein, les fils de tram, hein, qui sont comme ça perpendiculaires lorsqu'on fait un tissu. Il y a les fils de chaîne et les fils de tram. Ça donne ensemble perpendiculaire. Donc, vous voulez, pour répondre à votre question, donc vous avez votre crème d'œuf ou de thon écrasé. Si vous avez l'habitude de mettre la mayonnaise après le thon, vous ferez l'inverse, vous mettrez la mayonnaise d'abord, puis vous mettrez le thon pour faire une différence par rapport à l'habitude. Dans la rencontre liquide-solide, on va dire que la mayonnaise en question, c'est le liquide. C'est l'élément qui est mehaber, qui lie les morceaux de thon ou les morceaux d'œuf écrasés. Et ensuite, une fois que vous avez la rencontre mayonnaise, thon, mayonnaise, œuf écrasé, vous faites le hérou, la ta'arovet, la lisha, vous la faites shtiv ha'erev. De haut en bas, de bas en haut, de haut en bas, de bas en haut, comme ça. Très curieux, Chachamim ont permis. Ils ont estimé que c'était un chinouille suffisamment grand pour non seulement enlever le din Torah, ça ne s'appelle pas l'âge minatora, mais ils n'ont aussi même pas mis un issour de Rabbanan. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir un résultat. Bien sûr, le résultat n'est pas top, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles cela n'est pas une vraie licha, une vraie pâte bien pétrie. Mais ceci est permis. Donc je résume. Je résume que pour pouvoir obtenir un mélange, vous avez dit, thon mayonnaise, thon œuf écrasé, ou bien des fois la blédine, toutes sortes de céréales comme ça qu'on donne aux enfants, eh bien, on fera le mélange. On fera le mélange. Comme je viens de vous dire, on fera le mélange. D'abord, la rencontre solide-liquide dans l'ordre inverse de l'habitude. Et le mélange proprement dit, vous le faites avec le chinou de Shtiv Ha'erev. Voilà, je vous ai résumé ma mâche en quelques phrases. Donc, ce que l'on peut faire lorsqu'on va obtenir comme ça une nisha. Imaginons par exemple que, je parlais tout à l'heure, il y a quelquefois un repas, vous avez une espèce de sauce bien condimentée, et dessus il y a des pommes de terre. On voit souvent les enfants qui prennent la fourchette et qui commencent à écraser une fois que c'est écrasé, ils vous prennent la pomme de terre écrasée, ils la mélangent avec la sauce. Ça fait une espèce de comme ça de pâte de pommes de terre bien odorante et bien bonne au palais. Eh bien, il faut dire aux enfants, attention, tu as écrasé la pomme de terre sans faire de chinouille, c'est interdit. Et tu as mélangé la pomme de terre écrasée avec la sauce sans faire aucun chinouille. Tu as fait un deuxième issour, 2 corbanotes, waouh. Bon, donc, messieurs, on va éviter les corbanotes. Et quand on va écraser, on va tâcher d'écraser avec le manche. Et quand on va faire le mélange, comme je vous ai dit, Shtiv Ha'erev, de haut en bas et de bas en haut. C'est pas compliqué, admettez-le, hein, c'est pas compliqué. Et les Hachem, comme ça, on pourra obtenir un résultat sans faire de discours. Pareil aussi, très souvent, il y a beaucoup de mamans qui préparent, comme madame a demandé tout à l'heure, on écrase la banane pour un enfant et puis il a besoin de vitamines, le petit, donc on veut mettre du bon jus d'orange, vitamine B12, etc. Et puis on veut faire un très très bon, hein, une banane écrasée avec du jus d'orange. Eh bien, on écrasera la banane avec un chinouille, avec le manche de la fourchette, et le mélange, on le fera, comme je vais vous dire, de cette manière-là. Il y en a qui sont mahmirim quand on obtient une blila ava. Il y en a qui sont mahmirim. Ils disent on permet seulement pour un bébé, pour les tzorer tinok, les tzorer. Mais le monde, c'est marqué que le monde, hein, à Olam Mekilim, un minak, c'est répandu que même si le résultat que l'on obtient, c'est une blila ava, un pétrissage épais, si on le fait avec les 2 chinouïm que je viens de vous citer, on peut le faire et ça sera permis. J'attends vos questions. Moi, j'ai une question encore. Quand on prépare la materna au bébé, c'est pas de la farine, mais c'est de la poudre de lait avec de l'eau. Est-ce qu'il faut prendre en considération ces 2 conditions ou non? Très bien. Je ne sais pas exactement ce qu'on obtient, mais la malacha de l'âche, c'est obtenir un pétrissage ou fluide ou solide. Mais si le résultat, c'est liquide, vous faites du café, du thé, du café, du chocolat, vous mettez de la poudre de chocolat ou du café dans de l'eau, et que le résultat, le tachles, c'est un liquide, il n'y a pas du tout la malacha de l'âche.
Bon, je vous rassure, lâche, c'est quand on obtient quelque chose qui est au moins un petit peu épais. Mais si c'est complètement liquide, c'est permis. Ça me rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait une grande mode. On faisait une espèce de café avec de la mousse. Donc, on prenait du Nescafé, on mettait 2 gouttes de lait ou 2 gouttes d'eau avec du sucre. En mélangeant, on faisait une espèce de pâte comme ça. C'est mamache pétrir, c'est interdit ça. Et ceux qui le faisaient avec pas du chocolat, ils avaient du chocolat en poudre avec un goutte de lait ou du beurre. Ils mélangeaient ça et obtenaient mamache une bonne crème. On achète les crèmes au chocolat qu'on achète avec lesquelles on badigeonne nos tranches de pain. Hein, on tartine nos tranches de pain. Faire cette crème, c'est pas chaud, interdit à cause de pétrir. Donc, prenez pas du Nescafé, vous le faites fondre avec du beurre ou avec un peu de lait ou un peu de l'eau pour obtenir une pâte. Ni du café non plus, du chocolat, pardon. Ne vous amusez pas à faire ces choses-là parce qu'on obtient vraiment une pâte. Obtenir une pâte épaisse comme ça, c'est pas chaud à soi. Question de M. Aflalo Jacob. Oui. On vous écoute, M. Aflalo. Oui, moi je ne fais jamais de ton mayonnaise de la femelle, je fais que Shabbat mamache. Comment on fait? On n'a pas le droit de faire de la mayonnaise, le Shabbat. J'étais en train de voir. Non, Alors, du thon mayo. Je mélange le thon mayo que le Shabbat. Si vous écoutez le cours, j'en ai parlé. Alors, Donc c'est pareil, c'est le même principe alors. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Vous faites du thon mayo. Pour écraser le thon, vous l'écrasez avec un chinouille. Et la rencontre mayo et thon écrasé, vous la faites de manière inverse. Mettez la mayonnaise sur l'assiette, ensuite vous ajoutez le thon. Il y a des chumot, il y a des couleurs dans tout ça. Hein. Je vous donne un sac réfléchi depuis de nombreuses années. Hein. Vous trouverez d'autres chitotes, comme toujours, hein, vous savez très bien. Mais bon, je vous donne ce que je pense être le mieux après beaucoup de réflexion. Faites comme ça. Et puis le mélange de thon mayonnaise, vous le faites shtiva et rêve, comme je viens de vous dire, comme ça. Mais pas de manière habituelle, en prenant le couteau, la fourchette, et mélanger comme ça. C'est clair? John Sarfati a une question à poser. John Sarfati. Oui, monsieur Sarfati, allez-y. On ne vous entend pas, monsieur Sarfati. On ne vous entend pas, monsieur Sarfati. Mais ils savent pas qu'ils sont des frères. Donc, ok. Alors, Jonathan Jaoui demande à poser une question. Mais où il est, Jonathan Jaoui? Je ne le vois pas. Vous êtes là, monsieur Jaoui? Jonathan? Moi, j'ai une question, si vous permettez. Allez-y, madame. Comment ça se fait que c'est permis de faire du Vitabix Shabbat? Les Vitabix, c'est une galette de céréales, on rajoute de l'eau, du lait, et moi, je pense que ça fait vraiment une pâte, mais on m'a dit que c'est permis le Shabbat. Sur quels critères ça serait permis? Effectivement, c'est pas évident. Vous savez que le psaque que vous avez entendu n'est pas évident parce que il y en a qui pensent que si vraiment le Vitabix se ramollit comme ça une pâte, ça peut être problématique. Mais il faut reconnaître que dans l'immense majorité des cas, le Vitabix c'est comme une espèce de mousse, une espèce de, parce qu'il y a des éponges, elle se remplit d'eau, mais ça ne fait pas vraiment une pâte en général. Mais si vraiment le résultat est que l'on recherche, hein, mais ça dépend. En général, c'est pas comme ça. Il est raté, votre Vitabix. S'il a vraiment fondu dans le bol, c'est qu'il est raté. On n'aime pas tellement comme ça. Et si le résultat, la kavana, c'est vraiment d'avoir le Vitabix complètement pulvérisé dans le c'est vraiment problématique, ça. Mais en général, c'est pas comme ça. Le but, c'est que le Vitabix s'imprègne de lait et de manger comme ça. C'est pour ça que ceux qui permettent, que vous avez vu, permettent. Autre question? Non, c'est bon. Je pense, j'en ai parlé avec Gérard, je donnerai d'autres cours sur Shabbat. Donc, il y a déjà un autre cours demain du Rav Zerbi. Voilà, je dis ça pour dire que si vous avez des questions sur le cours de Tochen aujourd'hui et de l'H, Bakasha, préparez vos questions. Au contraire, c'est une très bonne chose. Ça permet de réviser parce que je vois que beaucoup de gens demandent des questions que j'ai déjà traitées. Donc, pas tout le monde est tout attentif. C'est toujours très difficile d'attraper toutes les nikudotes qu'on dit dans un cours. Donc, c'est très bien. Posez vos questions. C'est le meilleur moyen de faire Khazara et de
augmenter Voilà. le niveau de la Torah. Ouais, qu'on ait du suivi et tout. Voilà. C'est bon, Et Rav, j'avais une vous petite voulez question, Rav, s'il vous continuer? plaît. Comment? Il y a une question là? J'ai une petite question, s'il vous plaît. Si Oui. maintenant j'utilise cet œuf, je coupe cet œuf en petits morceaux et je le tond exactement en petits morceaux, et maintenant je prends du blanc d'œuf qui est liquide. Donc là, c'est pas guidou les carcas. Donc, est-ce que j'aurai le droit de procéder normalement au pétrissage? Alors, vous faites très bien de poser la question. Je n'ai jamais parlé que ce soit permis de pétrir, que ce soit permis de pétrir les choses qui sont pas guidou les carcas. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que la melacha de Tochen, il faut faire très très attention aux gdarim, aux gdarot dans les melachot. Les gens sont très précises. C'est la melacha de Tochen qui n'est vraie, minatora, que dans les guidou les carcas, mais pas du tout dans l'âche. Dans l'âche, il peut y avoir parfaitement l'interdiction de l'âche, même dans des choses qui ne sont pas guidou les carcas. Donc, c'est pas. Si maintenant vous prenez du blanc d'œuf, et je vous donne un exemple très simple. Vous faites un gâteau avec de la farine et du blanc d'œuf. C'est un gâteau. C'est évident que vous avez été lâche, hein, vous avez été pétri. C'est interdit ça. Autre question? Monsieur Aflalo Jacob a encore une question. Allez-y. Allez-y, monsieur Aflalo. Non, non, au contraire, j'ai dit que c'était parfait. En levant le pouce. Très, très bien. Si vous avez des questions, notez-les, vous les posez demain ou le prochain shiur. Aucun problème. C'est une très bonne chose. Alors, si Dieu veut, demain, le Rav Zerbib donnera un cours à, si je ne me trompe pas, à 19h, heure française, 20h, heure israélienne. Donc, vous pouvez préparer vos questions et on compte sur vous et on compte sur tout le monde pour partager toujours, qu'il y ait le maximum de juifs qui viennent étudier les shiurim qui sont donnés sur Torah Zoom et que la boule de neige devienne une avalanche et que ça nous amène la délivrance. Amen. Très bientôt. Merci. Kol touf. Merci beaucoup, Rav Zerbib.